Faire sa veille, anticiper, communiquer, évoluer, changer. Pas toujours simple dans notre quotidien professionnel RH. J'entends encore trop souvent, mais on n'a jamais fait comme ça. Cela m'a donné envie de nous aider et à voir notre métier RH différemment. Bienvenue donc dans On n'a jamais fait comme ça, le podcast de ceux et celles qui font avancer la profession ressources humaines, de ceux et celles qui nous proposent, à nous RH, des solutions pratiques et concrètes. Je suis Florent Le Tourneur, fondateur de We Feel Good, agence marque employeur et communication RH. Merci d'avance de votre fidélité. Si ça n'est pas encore fait, abonnez-vous pour ne pas rater les prochains épisodes. J'espère d'ailleurs que cet épisode ouvrira pour vous le champ des possibles et vous donnera envie de faire bouger les lignes RH dans votre entreprise. C'est parti et bonne écoute. Avant de démarrer, je suis fier d'accueillir un tout nouveau partenaire sur On n'a jamais fait comme ça. Lucas. Lucas, une entreprise qui propose des solutions autour de la gestion RH et des dépenses collaborateurs. Alors Lucas, je l'utilise quotidiennement depuis 8 ans. Et ce que j'apprécie surtout, c'est le soin qu'ils ont apporté au design et à l'ergonomie des interfaces pour les rendre très faciles d'utilisation et sans faire l'impasse sur la rigueur métier des logiciels RH. Mais Lucas, ce ne sont pas que des logiciels de gestion RH. C'est aussi une entreprise atypique, indépendante d'esprit et qui n'hésite pas à expérimenter des pratiques managériales hors du commun. Et c'est sans doute ça qui m'a plu. Défier les normes établies comme je tente de le faire chaque semaine avec vous, avec On n'a jamais fait comme ça. Pour les découvrir, c'est très simple. Lucas.fr. Lucca. Hello à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de On n'a jamais fait comme ça. Alors aujourd'hui, je suis extrêmement heureux et ravi de recevoir dans mon studio rennais Sandrine Théard, la RH la plus bretonne des Québécoises ou la RH la plus québécoise des Bretonnes, bref tu vas nous dire, qui est fondatrice de l'école du recrutement canadienne Les Sources Humaines, ouais. Et qui fait le plaisir d'être en France cette semaine, qui était au Festival RH il y a quelques jours avec Maud, moi et 250 autres RH. Et voilà, j'ai profité de ta présence pour enregistrer cet épisode parce que tu n'es pas en France régulièrement. En fait, régulièrement, mais pas souvent. Mais pas souvent. Voilà, tout à fait. Voilà. En tout cas, un grand merci Sandrine pour ta dispo. Merci à toi. Et comment tu vas? Moi, je vais très bien. Regarde, je suis en Bretagne, il y a un beau crachin breton. Ouais, c'est clair. Non, je vais très très bien. Toujours très contente d'être là, puis très contente d'être avec toi aussi. Ça fait quelques années qu'on se connaît maintenant, toi et moi. Donc, Et oui, en préparant, on parlait de la RMS Conf, alors que les plus anciens recruteurs RH connaissent, qui un événement qui n'existe plus malheureusement, qui était un super événement. Un chouette événement. Ouais. Voilà, et sur lequel effectivement, qui était organisé par Jean-Christophe Hanna et Laurent. Et Laurent Broye. Voilà, c'est le cher Laurent. Voilà, le monde est bien petit. Alors comme je le disais en intro, tu vis au Québec. Oui. Tu vis au Québec. Tu pourrais nous raconter, nous expliquer ton parcours. Oui. Toi qui es plus bretonne que québécoise à la base. Écoute, maintenant c'est kiff-kiff. Je suis plus québécoise que bretonne. Ouais. Ça fait 30 ans, mine de rien, que je suis au Québec maintenant. Tu vois, donc effectivement. Donc ça fait plus de la moitié de ma vie maintenant que je suis là-bas. Donc je suis partie il y a 30 ans après mes études à Paris. Donc t'as fait tes études à Paris? Ouais, j'ai fait mes études à Paris. Je suis originaire de Rennes. J'ai fait mes études à Paris et puis après, on avait un stage à l'étranger à faire et puis j'étais très attirée par le côté nord-américain sans être attirée par le côté états-unien, on va dire, de l'Amérique du Nord. Donc, le Canada m'attirait beaucoup et puis je suis allée faire un stage là-bas et puis le phénomène du hasard, j'ai rencontré un Québécois à Rennes. Donc bref, le fameux adage qui prend mari prend pays a marché pour moi. Donc je suis partie, ça fait 30 ans effectivement, donc là-bas. Ok. Et il y a 30 ans, il y a 30 ans, c'était pas aussi, le Canada n'était peut-être pas aussi célèbre pour son accueil. Non, il y avait beaucoup moins de Français. De job. Ouais, tout à fait. Il y avait beaucoup moins de Français déjà à l'époque. Maintenant, ça pullule beaucoup là-bas. Donc, il y avait beaucoup moins de Français à l'époque. Donc, il y avait quand même beaucoup d'immigration parce que c'est un pays d'immigrés. Hein, donc, il y a toujours eu beaucoup d'immigration. Un petit peu moins de Français, peut-être qu'on a longtemps parlé de l'Eldorado du Québec, de l'emploi au Québec, notamment pour les Français. On avait probablement un marché économique qui était meilleur aussi à une époque. Tu sais, si on retourne 15 ans en arrière, le marché économique était quand même assez bon au Québec, alors qu'ici, c'était peut-être un petit peu plus difficile. Donc, on a vu une flopée de Français arriver, là, notamment au Québec. Mais
Donc voilà, donc je suis partie il y a 30 ans. Et puis, alors, en 30 ans, t'as fait quoi? En 30 ans, j'ai un parcours très classique. Il n'y a absolument rien d'atypique dans mon parcours. Je suis arrivée, je cherchais un job. Nous, on dit un job. Bon, excusez. Il va y avoir des de temps en temps. Donc, je cherchais un job. Je suis allée faire des agences d'intérim. Et puis, il y en a une qui m'a dit, viens travailler chez nous. Et j'avais fait, moi, une école de commerce ici. Donc, tu sais, le côté très marketing, vente, RH, tout cumulé, quoi. Et donc, dans l'agence, j'ai développé mon propre bureau, ce qui s'est passé plutôt bien, en fait. On a une belle chance en Amérique du Nord. Alors aujourd'hui, il y a peut-être moins de différenciation entre les deux marchés. Mais à l'époque, tu pouvais doubler ton salaire en un an. Tu pouvais, tu vois, c'était un peu justement ce qu'on imagine de l'Amérique du Nord. C'est le monde des possibles. Donc, tu commences au salaire minimum et puis tu finis à doubler ou à tripler ton salaire très, très rapidement. Donc, j'ai développé mon bureau et puis j'ai donné ma démission assez rapidement parce que je trouvais qu'il n'y avait pas beaucoup de vacances. Ok. À l'époque, il y avait 1 semaine de vacances par année. Ah oui, c'est tout. Donc, ce que je trouvais, moi, un peu pitoyable, surtout dans le principe que, t'es un peu plus jeune, t'as un peu besoin encore de retrouver tes racines. Et donc, j'ai donné ma démission, ce qui a été refusé à l'époque. Et elle m'a dit... On peut refuser une démission ? En verbal, oui, si tu veux. Elle m'a dit, d'accord. je ne veux pas que tu t'en ailles. Okay. Donc, c'est ce que j'ai pris évidemment comme un bon compliment. Et j'ai été amenée à recruter, en fait, et à former toutes les conseillères et conseillers en placement de l'agence. Donc, c'est là que la formation a commencé tranquillement. Okay. Et donc, de fil en aiguille, après, je suis allée en corporatif, donc dans l'ingénierie, dans le pharmaceutique, dans le bancaire, dans les télécoms. J'ai fait plusieurs parcours en entreprise. Et puis, quand LinkedIn est arrivé, tu te souviens de l'arrivée de LinkedIn, toi aussi. Clairement, hein. Quand LinkedIn est arrivé, et je m'intéresse beaucoup aux outils. Donc, au début des années 2000, à peu près. Oui, à peu près, tout à fait. On a commencé à me solliciter davantage pour de la formation parce que le côté outil m'intéressait beaucoup et qu'évidemment, on voyait une autre façon d'aller faire de la chasse. Et de fil en aiguille, en gros, depuis l'arrivée de LinkedIn, la partie recrutement a baissé en pourcentage dans mes activités et la partie formation a augmenté pour arriver aujourd'hui et depuis quelques années à ne faire que de la formation. Voilà. Okay. Et alors, ta première entreprise, quand je regarde LinkedIn, ton profil LinkedIn s'appelait La Source Humaine. Oui. Aujourd'hui, elle s'appelle Les Sources Humaines. On s'est bonifié avec alors, le temps. Alors, pourquoi passer de là à les En fait, donc La Source Humaine, est partie. J'ai dû partir ça en 2001, je pense, La Source Humaine, ou 2002. 2002 sur LinkedIn. 2002, 2002. À un moment donné, j'ai voulu monter le projet un petit peu plus. Tu sais, on parlait de Laurent Brouat tout de suite. On s'est toujours suivi avec Laurent. Et quand Laurent a parté ça aussi de façon un petit peu plus embryonnaire, et puis après il avait son projet d'école, et on se suivait tous les deux sur cette idée en fait d'amener le recrutement plus loin, tu vois, et de faire que le recruteur est un métier. Enfin, moi j'ai toujours eu un petit peu mon drapeau, vive le recrutement, on fait un métier formidable. Et c'était donc d'essayer d'avoir une plus grande portée. Et puis, j'ai eu des partenaires qui se sont en fait associés avec moi. Tout simplement, dans un événement, j'organise Trou Montréal. Donc, pour ceux qui connaissent Trou Paris, qui maintenant s'appelle la NCDR, c'est ça, je pense. La non-conférence du recrutement, c'est ça. Donc, j'ai parti le Trou Montréal en même temps que le premier Trou Paris. C'était donc il y a 12 ou 13 ans, je pense. Et lors d'un trou, publiquement, je dis ça serait bien qu'on ait une plus grande portée au niveau de la formation en recrutement parce qu'il n'existe aucune formation universitaire en recrutement, comme ici. Au Québec, pas plus qu'en France, non, quoi. Non, on était sur des formations RH avec des cours en dotation, enfin, tu sais, des mots très moches où on arrive sur quelque chose de très procédurial. Et puis là, j'ai deux partenaires qui sont arrivés en me disant « Oh, c'est bien, il faut qu'on bonifie ça, on veut avoir une plus grosse portée. » Donc, voilà. Donc, là est devenu lait. Ok, tout simplement. Ok. Faire une histoire. Intéressant que tu nous parles un peu du marché du Québec, puisque vu de la France, le ressenti que j'ai personnellement, mais que d'autres RH recruteurs, c'est que le Canada, les États-Unis, vous êtes en avance sur la France, sur la partie recrutement. Qu'est-ce que t'en penses déjà, toi qui connais bien les deux pays du coup? Oui. Et aujourd'hui, quels sont les défis auxquels font face les professionnels du recrutement au Québec? Oui. Est-ce que je peux te poser une question? Ah bah tu peux. Moi aussi. Ouais. Où est-ce que vous trouvez qu'on est plus en avance? Je pense en HR Tech.
Ok. Je pense que sur la tech RH, vous êtes, en tout cas, c'est de l'image. Il y a un ressenti effectivement d'anticipation et on sait que les startups nord-américaines sont toujours en avance sur les startups françaises. Ouais. Donc est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est pas vrai, hein, tu vas nous dire. Ouais. Ce que tu en penses. Et puis qu'en termes de management, de philosophie, d'accompagnement des collaborateurs, accompagnement des managers, vous êtes précurseur. En tout cas, vous êtes toujours le temps d'avance sur nous les Frenchies, quoi. Oui, là-dessus, oui. Après, il va falloir faire un petit peu une différenciation entre le Québec, le Canada, les États-Unis. Tu vois, on peut pas tout mélanger. Même si, effectivement, vu d'Europe, tu dis c'est l'Amérique du Nord. Oui, mais on va pas au même rythme forcément non plus. Puis on n'a pas non plus la même portée en termes, par exemple, d'habitants. Au Québec, notamment, parce que veut pas, on est quand même un peu le village d'Astérix et puis on est quand même sur un microcosme. On est 8 millions d'habitants sur une surface qui est énorme, donc qui fait, je pense, 5 ou 6 fois la France. Donc c'est sûr que au niveau des avancées technologiques, je te dirais oui et non, parce que il y a beaucoup de freins dus au fait qu'on sait que la portée, notamment sur le côté francophone, va être limitée, puisque je ne peux m'adresser qu'à un public de 8 millions d'habitants, versus ici 60 millions. Donc au niveau technologique, je le vois pas tant que ça. Okay. Au contraire, peut-être qu'il y a 30 ans... quand j'arrivais, je trouvais qu'au niveau technologique et techie, même outil, je me disais, on est quand même, il y a quand même une longueur d'avance en Amérique, au Québec en tout cas. Aujourd'hui, je trouve qu'on a pris un petit retard à ce niveau-là. Il y a beaucoup de choses qui se font en France. Il y a beaucoup de choses qui émergent en France. Il y a une HR Tech qui je trouve, qui émerge quand tu vois. Tu es allé au dernier HR Tech en janvier. Tu as vu ce que ça donnait. Oui. Ça grouille. Ça grouille vraiment. Nous, un peu moins. Ceci dit, en Amérique du Nord, oui, on bénéficie évidemment des outils donc des États-Unis. Donc oui, tout à fait. Par contre, je te rejoins peut-être sur l'aspect plus soft. Donc coaching, développement de l'individu, développement de la personne. On a toujours été un petit peu en avance parce qu'on a toujours été plus sensible à ces questions-là probablement qu'ici. Nous, aller voir un psy, je veux dire, il n'y a pas de problème. Aller voir un coach, il n'y a pas de problème. Ça fait partie d'un cheminement de vie que les gens veulent avoir là-bas, sur cette espèce de quête, où je trouve, et je suis peut-être biaisée parce que je ne reviens pas assez souvent, mais que ici, on est encore sur un côté un peu caché. Tu vois, ah bon, tu vas voir un psy, comment ça se fait? Là-bas, c'est moins caché là-dessus. Donc oui, probablement que sur le développement personnel, on est un petit peu plus en avance, ouais, définitivement. Ouais. Ok. Alors les défis des recruteurs québécois aujourd'hui, c'est quoi? Est-ce que le marché, tu vois, en France, la croissance, le PIB, il est quand même plutôt flat, hein. C'est plutôt, voilà, si on a 1% de croissance à la fin 2024, j'y crois même pas. Donc ça va être le bout du monde. Comment le marché s'est assez retourné, hein. Il y a eu un 2021, jusqu'à l'été 2023 qui a été un peu de la folie. Je dirais de la folie pure. Et qui a permis aussi à de nombreux experts en recrutement, cabinets, freelance de se développer. Voilà, je vois bien le sujet. Et depuis l'été 2023, c'est un petit peu plus calme, on va dire. Est-ce que c'est la même chose en Amérique du Nord? C'est la même chose au Québec? Comment est-ce que vous vivez les choses par rapport à ça? Et c'est quoi les défis en ce moment? Oui, alors c'est très dents de scie, je trouve. Je sais pas chez vous. Nous, t'en as qui sont en hyper-croissance, t'en as d'autres qui sont vraiment en restructuration complète. On a vraiment les deux cas de figure. Donc, c'est comme si je trouve que c'est un marché qui avait plus trop de normes. Tu vois, bon, t'as une tendance, une courbe, évidemment, hein, mais après, au niveau des industries, il y a vraiment de tout. Donc, on navigue un peu là-dedans. Les prestataires de services naviguent aussi un peu là-dedans parce qu'ils vont être débordés avec certains clients et effectivement, donc, ça va être plus difficile au niveau d'autres. Mais clairement, comme vous, on a surtout au niveau tech, une fois de plus, on a une décroissance en ce moment qui est vraiment forte. Tu sais, les fameux développeurs, nous, on les appelait les princesses, là. Programmeurs, développeurs, en ce moment, le marché s'est complètement retourné. Donc, en même temps, ça se rééquilibre peut-être d'une certaine façon, mais on reste encore sur un marché qui va être très pénurique pour certains secteurs d'activité et où, à contrario, dans d'autres métiers, on va avoir un taux de chômage qui va être plus élevé. Donc, c'est difficile de faire ça dépend vraiment du métier, en fait, je trouve, en ce moment. Je sais pas si chez vous, c'est pareil. Ouais, si tu prends les développeurs, bon, qui est un marché parmi plein d'autres marchés. Oui. Mais c'est sûr, il faut mieux être développeur dans la cyber que dans d'autres univers en ce moment, quoi. Exactement. Où là, tu sais que normalement, tu trouves du taf. Ah oui. Oui.
dans la journée, dans la semaine. Ouais. C'est pas trop un sujet, quoi. Ouais. Donc voilà, c'est effectivement variable. Et quel est ton optimisme ou ton pessimisme par rapport à l'évolution du marché du recrutement au Québec? Ouais, il me faut pas poser cette question-là. Moi, je suis d'un naturel optimiste de toute façon. Puis tu l'as dit un petit peu tout à l'heure. Puis je pense qu'on a eu un peu cette conversation-là aussi au Festival RH, c'est-à-dire que oui, les temps sont plus difficiles, ce qui fait qu'il y a un écrémage naturel, et je ne veux absolument pas que ça sonne péjoratif ce que je suis en train de dire, mais qui fait que tu as certaines personnes qui s'en sortent, et puis tu en as d'autres qui vont probablement peut-être retourner en mode salarié, et c'est très bien, hein, quand je dis ça, il n'y a pas de jugement derrière ça. Je pense que ce qui fait qu'on dure et qu'on perdure éventuellement, c'est ce côté un peu agile. Alors, le mot est surutilisé, mais c'est ce côté de se dire quelle est la demande du marché, et en fonction de la demande du marché, comment est-ce que je réagis, tout simplement. Donc, tu en as certains qui vont avoir plus de difficultés parce que peut-être un petit peu moins flexibles à ce niveau-là. Moi, je suis d'un naturel optimiste. Je trouve que tu trouves ton chemin, et puis tu t'adaptes, et puis tu observes, et puis tu écoutes, et puis mais c'est sûr qu'il y en a qui vont prendre des claques. On le voit, puis on parle beaucoup de l'IA, évidemment, l'intelligence artificielle. Il y en a qui vont, mais comme dans tous les corps de métier depuis des années. On en a vu quelques crises économiques, nous, bien maintenant. Sûr, clair. Et puis, t'as des gens qui rebondissent toujours. Donc, j'ai plutôt à être d'un naturel optimiste. Voilà. Et dernière question autour de peut-être de ces comparatifs Amérique du Nord, France. Aux États-Unis, on entend un retour un peu à la fin du télétravail, retour au bureau, etc. Et ce qu'a annoncé Amazon d'ailleurs fortement la semaine dernière. En France, il y a quelques articles autour de ça, etc. C'est un sujet au Canada aussi vraiment. Ok. Ah ouais, vraiment. Tu vois, toi qui es dans la marque employeur et tout ça, je veux dire, le télétravail est devenu une dimension supplémentaire aujourd'hui. C'est quelque chose que tu mets en avant et que tu dois annoncer aussi bien que le salaire d'ailleurs. Donc oui, il y a beaucoup de débats par rapport à ça. Là, le gouvernement fédéral, notamment chez nous, était à 2 jours par semaine en présentiel. Ils sont passés à 3 jours. Ça a fait un tollé. Enfin, tout le monde entend. Bon, bref. Donc oui, il y a beaucoup de questions là-dessus. Chacun, je pense que après, je pense pas qu'il y ait de réponse cannée, tu vois. Je pense que ça dépend de ton entreprise, ça dépend de tes gens. Je vois des gens qui n'aiment pas être en télétravail par rapport à leur personnalité. T'en as d'autres qui aiment ça. Le problème, c'est de naviguer là-dedans. Et c'est toujours un petit peu, je trouve, cette dimension que l'on a aujourd'hui, que l'on n'avait pas avant. Je ne veux pas parler d'avant, parce que c'était avant, mais où on était dans un processus qui était égalitaire et équitable. Donc avant, on avait un peu les deux en entreprise. Ce qui était égalitaire était équitable. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Donc tu ne peux plus être égalitaire, puisque chacun y va de sa propre demande, mais il faut que tu restes équitable dans son contexte-là. Donc comment est-ce que tu fais pour essayer d'accommoder tout le monde sans être non plus justement inéquitable dans ce que tu leur offres? Et ça, je trouve que c'est l'équilibre qu'il faut qu'on trouve présentement dans les organisations. Ok, très clair. Alors, j'aimerais bien qu'on zoome sur les sources humaines et puis sur le concept de manifeste d'équipe qui t'est cher. On va orienter l'échange autour de tout ça. Est-ce que tu peux nous décrire ce que fait les sources humaines concrètement? On fait de la formation en acquisition de talent. Donc, tout ce qui touche recrutement. Donc, tu parlais un petit peu de RH tout à l'heure, et je ne repartirai pas le fameux débat RH et recrutement, mais je m'estime sur... Le recrutement est-il RH? Oui, alors, on y va. Non. C'est une partie, et donc, moi, je m'intéresse à cette partie-là de la RH, qui est l'acquisition de talent. Donc, comment est-ce qu'on fait rentrer des gens dans la famille? Donc c'est tout ce qui est formation en acquisition de talent. Donc, c'est de la formation aussi bien en sourcing, même si le sourcing va beaucoup évoluer, mais bref, formation en sourcing, tout ce qui est entrevue comportementale, entrevue objective, formation donc sur de révision de processus de recrutement, et beaucoup aussi depuis, je dirais peut-être 5-6 ans de formation aux gestionnaires embaucheurs, donc ce que vous appelez les hiring managers, donc que nous on appelle les gestionnaires embaucheurs, donc parce que comme le recrutement est de plus en plus imparti aussi et donc aux gestionnaires, on se rend compte qu'il faut aussi qu'on les forme pour arrêter de former au flair et à l'intuition. Donc voilà, donc c'est au sens très très large du terme au niveau de la formation. Ok, très clair. Alors est-ce que tu peux nous en dire plus justement sur ton nouvel atelier manifeste d'équipe? Ouais, le dernier petit bébé. Voilà. En même temps, ça fait longtemps. Qu'est-ce que ça veut dire? Oui.
Et pourquoi tu as conçu ça ? Oui, alors ça part d'une constatation. Tout part de toute façon de constatations qu'on fait sur le marché. On avait fait il y a pas loin d'une dizaine d'années, justement à Intro Montréal, on s'était dit tiens, si on créait le manifeste du recruteur. Donc puis on avait fait tout un exercice là-dessus en groupe, ça avait été assez intéressant. Donc l'idée du manifeste, ça fait longtemps que dans ma tête je l'ai, tu sais, c'est bon. Et puis depuis plusieurs années, de constater que sur le marché, j'ai beau faire des formations sur le sourcing, j'ai beau faire des formations sur tout ce qui est entrevue objective, si à la base on n'a pas de valeur et de vision commune de notre équipe recrutement dans l'organisation, en fait ça sert à rien. Et plus ça va, plus les équipes grossissent en acquisition de talent. Je sais pas pour vous, mais nous c'est quand même une fonction assez récente. Vraiment la fonction recruteur spécialiste, ce qu'on appelle spécialiste acquisition de talent, c'est assez récent. Avant, c'était le conseiller RH qui faisait une partie. Qui faisait un peu de recrutement, ouais. Donc, c'est assez nouveau. Des gens en direction acquisition de talent, c'est très récent aussi chez nous. C'était le directeur RH qui gérait l'équipe. Donc, cette fonction-là, qui est assez récente, mais elle a besoin de trouver son identité. Elle a besoin de trouver sa place aussi au niveau de l'organisation. Et donc, c'est parti de ce constat de se dire, est-ce qu'on peut aligner un peu nos visions, nos valeurs, quelles sont nos intentions, quelles sont nos motivations, quelle est nos opinions et quelle est la vue de notre département au sein de l'organisation, je te dirais aussi bien auprès de notre direction, de nos gestionnaires, mais aussi de nos candidats. Et donc, c'est cette idée de manifeste où la définition du manifeste, où tu fais travailler soit un groupe d'individus, soit des individus en tant que tels, et tu vas vraiment exposer clairement donc ton positionnement et ton idéologie de façon, c'est sûr qu'il y a le côté un petit peu passionné avec le manifeste, moi qui me plaît bien là. Donc voilà, ça part de là, mais de se rendre compte que on avait beau faire des formations donc sur le sourcing, mais tu te rends compte qu'à la fin le positionnement est pas là ou l'alignement n'est pas là, et donc qu'après chacun repart faire sa petite. Du coup, la formation en sourcing, elle est très outil, très méthodologie. Process beaucoup process, aussi. Ah ouais, okay. Process, oui, parce que tu te rends compte que l'outil c'est le gadget. Okay. L'outil c'est ton marteau, mais si tu l'utilises avec tes pieds, enfin, je veux dire moi en l'occurrence, c'est tout croche. Donc il faut quand même repartir sur comment est-ce que tu vas chercher ton besoin, comment est-ce que tu définis ton besoin, et puis l'outil il vient après pour t'aiguiller. Mais un outil c'est un outil. D'accord. Et le manifeste, lui, comment est-ce qu'il peut transformer la dynamique d'une équipe ? Parce que ça, tu accompagnes des équipes de tes clients sur ce sujet, qui à la base n'ont pas forcément de manifeste. Non. D'accord. Non. Donc comment est-ce que ce manifeste, il va transformer le dynamisme de l'équipe de ton client ? Déjà, c'est une réflexion globale. Donc ce n'est plus quelque chose qui est poussé par la direction. Et concrètement, ça fonctionne comment ? C'est comme ta marque employeur. Tu sais, on dit souvent que la marque employeur, c'est le point de jonction entre ce que vivent les employés et ce que veut la direction. Pour moi, le manifeste d'équipe, c'est un peu la même chose. Quels sont les KPI éventuellement donc qui sont instaurés par la direction, parce qu'on met tous des indicateurs de performance donc en place, et comment est-ce qu'après au niveau de l'équipe, à travers nos valeurs et notre vision, on va justement le mettre en place et on va s'accorder pour le faire de la même façon, chacun avec sa propre couleur. Évidemment, c'est pas de faire un truc, mais ça part d'une réflexion. Comment est-ce qu'on le met en place ? Ça part d'abord d'une réflexion collective, exactement un peu comme la marque employeur, où on va réunir l'équipe et on va réfléchir ensemble, donc par étapes, après il y a tout un processus, par étape à quel est puis ça rejoint aussi un peu le fameux SLA, le Service Level Agreement, quel est ton niveau de service que tu veux donner aussi auprès de tes gestionnaires et auprès de tes candidats. Oui, parce que t'as deux clients quand même. Tu as deux clients. Et tu as un niveau de service qui est important à donner au niveau des deux. Mais tu le définis comment, ton niveau de service ? Sur quoi est-ce que tu t'engages, en fait, quand tu rentres dans l'équipe ? Donc, il y a toute une réflexion qui se décline sous forme de plusieurs exercices pour permettre d'avoir vraiment une vision globale après, que l'on va pouvoir évidemment énoncer clairement sur écrit, par papier, et après que tu peux décliner sous plein de formes. C'est-à-dire que tu peux prendre un bout de ton manifeste pour dire je le mets sur mon site web pour montrer à mes candidats quel est mon niveau de service. Donc, à quoi est-ce que je m'engage avec toi, candidat, en tant que recruteur, si tu rentres dans le processus chez nous. Donc, transparence, quoi. Donc, transparence complète. Tu peux le faire après, en interne. Bon, là, on parle plus d'être en présentiel, mais avec vraiment quelque chose d'énoncé clairement dans le bureau de l'équipe en disant, voici le niveau de service auquel on s'engage, nous, recruteurs, vis-à-vis de toi, donc gestionnaire, puisqu'on s'entend c'est un service que l'on donne, qu'on soit en agence ou pas d'ailleurs, qu'on soit prestataire de service ou pas, mais en entreprise, on est un groupe de services donc pour nos gestionnaires, ou que ça soit même pour ton recrutement de recruteurs.
Parce que ces fameuses descriptions de tâches ou affichages de postes que tu vois de recruteurs la plupart, c'est alors tu vas recruter chez nous, donc tu vas faire du tri de CV, des entrevues téléphoniques. Sans blague. C'est la base du métier. C'est la base du métier. Je veux dire, si je suis recruteur, forcément, je fais ça. Mais si à la place de ça, on pouvait afficher donc notre manifeste en disant si tu rentres chez nous, voici à quoi est-ce que tu t'engages. Je trouve que déjà aussi, en tant que candidat ou candidate, quand tu lis l'affichage de poste, tu fais « OK, je vois sur quoi est-ce que je dois m'enligner. Est-ce que ça répond à mes valeurs ou pas ?» Donc, toi, c'est très déclinable sous plusieurs formes. Et je trouve que, oui, c'est un exercice qui est hyper intéressant, d'introspection aussi. C'est qui on est, nous, pour aller voir qu'est-ce qu'on va donner comme prestation après à l'extérieur. Et quel lien tu fais entre le manifeste et la culture d'entreprise ? Parce qu'il y a des choses qui doivent être liées. Tu vois, je vais prendre un exemple très concret. Shodo. Oui. Voilà, tu étais au festival RH, tu as entendu John, le fondateur de Shodo, nous raconter sa culture d'entreprise, ses atypismes dans le monde de l'ESN en France. Je ne sais pas s'ils ont un manifeste de recrutement ou pas, j'en ai aucune idée. Mais s'ils vont sur ce terrain de jeu, il faut qu'ils soient totalement alignés avec qui ils sont, leurs valeurs, leur culture, leur fonctionnement, etc. Absolument. Donc toi, comment est-ce que tu fonctionnes effectivement quand une entreprise te sollicite versus sa culture d'entreprise et son besoin d'un manifeste? On part de leur marque employeur aussi. C'est-à-dire que c'est une dimension qui est hyper importante parce qu'évidemment que les valeurs de l'entreprise vont se répercuter dans le manifeste. Parce que si c'est pas le cas, on s'entend qu'on a un problème. Donc oui, ces valeurs-là après... Mais puis, tu es beaucoup plus expérimenté que moi là-dessus. Tu le vois bien aujourd'hui, certainement. Je ne sais pas si c'est quelque chose que tu constates, mais on fait des marques employeurs donc à l'échelle de l'entreprise. Et tu te rends compte qu'après, dans chaque département, elle est déclinée de façon éventuellement différente. Oui. Donc, la valeur, tu dois le voir, j'imagine. Oui, et même des fois site par site. Oui. Selon les spécificités. Exactement. Parce qu'il y a du local, parce qu'il y a du territorial, parce qu'il y a des pays. Enfin, il y a des... Voilà. Après, ça n'empêche pas d'avoir effectivement une marque employeur globale. Globale, il faut l'avoir, c'est ton noyau. Mais qui devient des fois locale en fonction d'un certain nombre d'axes ou de spécificités. Oui, ça je confirme. Donc, c'est là où c'est comme ta petite marque employeur de ton équipe, finalement. C'est une déclinaison de la marque employeur de l'entreprise qui va être à l'échelle de ton équipe. Mais ça ne peut pas être antinomique. Je veux dire, tu ne peux pas avoir une valeur en haut et dire le contraire en bas. Est-ce que tu as des exemples concrets de manifestes qui a transformé un peu le quotidien d'une équipe de recrutement? Est-ce que du coup qui a aussi modifié peut-être ses process, sa manière de fonctionner, sa manière d'interagir avec les candidats? Oui, tout à fait. Alors, le premier que j'ai fait, ça fait maintenant quelques années, mais je me suis dit, je ne sais pas pourquoi j'ai abandonné un peu ce projet-là après. Ouais. Bon, tu le sais, on est occupés, toi et moi, on est toujours sur 1000 projets, donc il y a un moment donné où tu choisis tes combats. Mais et on l'avait fait effectivement pour une entreprise, donc ça doit faire une bonne dizaine d'années maintenant. Là, le premier que j'ai fait. Et ce qu'on retrouvait beaucoup, c'est, comme je dis, c'est cette histoire de cohésion d'équipe. Déjà qui fait que les gens ne sont plus forcément en silo, chacun de leur côté, à faire un peu et de se dire, oui, on a cette vision globale de se dire, avec le candidat, il faut qu'on ait ce niveau de service-là. Et ça avait effectivement très très bien fonctionné avec cette équipe-là. Après, je suis restée quelques années sans le faire officiellement. Mais est-ce que ça passe aussi par, tu vois, on va revenir, je vais t'embêter avec le mot outil, parce que si ton ATS derrière, il est pas, il est pas, voilà, si par exemple tu fais encore de l'Excel. Voilà, tu fais un Excel. Donc chacun a sa base de candidats, chacun fait sa popote. T'as beau mettre en place un manifeste d'équipe, chacun va faire sa vie, quoi. Il pourrait marcher quand même, je te dirais. Ouais. Parce que tu vois, par exemple, si tu prends le SLA, donc le niveau de service, peu importe quel outil tu as, tu peux très bien dire, on s'engage à, par exemple, truc tout bête, répondre à tous les candidats. Donc, peu importe que tu aies un Excel ou pas, après, effectivement, c'est un peu galère, c'est un Excel. C'est pas tout bête, parce qu'il y a encore du boulot sur le sujet. Il y a encore du boulot sur le sujet. Mais tu vois, ça pourrait être ce genre de choses. Donc, outil ou pas, tu peux quand même avoir un niveau d'engagement dans ton équipe qui va faire que tu vas le respecter. C'est sûr que l'outil, on s'entend, vient faciliter après la chose. Ça, c'est certain. Mais est-ce que du coup, le manifeste peut entraîner des modifications de fonctionnement, de process, d'outils, la prise de conscience que peut-être il faut changer, peut-être qu'il faut faire évoluer telle ou telle chose? Mais de toute façon, à partir du moment, je trouve, où tu fais un manifeste, tu es quand même dans cette idée d'avoir un appel à l'action ou un appel au changement. Ça fait partie de ta gestion de changement d'équipe. Donc forcément, ça va venir bouleverser des choses ou te dire que parce qu'on fait ça, il nous faudrait peut-être tel outil. Donc pour moi, tout ça, c'est relié, si tu veux. Ok. Bon, alors c'est quoi les 5 tips pour mettre en place son manifeste d'équipe?
Les 5, les 6, les 4, peu importe. C'est quoi les tips qui sont indispensables pour réussir à mettre en place un manifeste d'équipe? Ouais, écoute, bonne question. Bonne question. Tu me prends de court. Déjà, la première chose, je dirais la volonté de la direction. Déjà, donc de pouvoir de le faire. Ça part évidemment souvent quand on m'a appelé dernièrement, c'était évidemment plus des gens qui étaient en direction acquisition de talent, donc qui me contactaient pour ça. Après, c'est marrant, c'est très bête en fait. J'aurais pas forcément de tips parce que ça se fait très naturellement après quand tu commences l'atelier. Tu vois, de mettre tout le monde, d'avoir ça commence toujours par on fait un peu un tout ski, tu sais. Allez, on sort, on se vide un peu le cœur, qu'est-ce qui se passe? Donc, à partir du moment où ce crève-cœur-là est fait, on remet tout à plat et tout le monde a envie. Enfin, je veux dire, si t'as pas envie de faire que ça aille mieux dans ta job, change de job, tu vois. On est d'accord. Donc, en général, on a tous envie de faire mieux les choses. Donc, après, ça se fait assez naturellement. Alors, en fait, est-ce que des fois, la mise en place d'un manifeste, c'est pas lié peut-être à une crise interne ou des difficultés de recrutement? Même pas forcément. Pas forcément. Non, dernièrement, il y a quelqu'un qui m'a contacté parce que ils sont 15 recruteurs, justement, certains en télétravail. Donc, on se dit, bon, il faut qu'on réaligne un peu. C'est un peu comme un kick-off meeting, tu vois. Il faut qu'on réaligne un peu notre vision d'équipe. On s'est un peu éparpillé ces dernières années, où on a recruté plusieurs nouveaux, où on a changé notre structure. Donc, c'est un réalignement d'équipe, tout simplement. Donc, les types, après, pour moi, le type, il serait plus après. C'est-à-dire qu'il faut que tu t'assures, comme une marque employeur, que ça vive. C'était ma question après, c'est comment est-ce que tu mesures le résultat d'un manifeste d'équipe dans le recrutement? Comment est-ce que tu t'assures que c'est un succès, en fait? Oui, déjà, il y a un indice du bonheur, aussi subjectif que ce soit, mais déjà, c'est un indice du bonheur. L'idée aussi, c'est de pouvoir avoir une déclinaison qui va te servir dans ta communication, donc ta communication aussi après écrite, puis tu le vois en fonction de tes KPI que tu mets en place. Donc, tu vois s'il y a effectivement adhésion aux KPI déjà, parce que c'est pas tout le monde. Tu sais, on met en place des KPI, la plupart des gens dans l'équipe savent pas pourquoi. Pourquoi est-ce que tu me demandes de faire 20 call calls par jour, par exemple, quand tu es en ESN, alors que moi, j'en fais pas et que ça fonctionne bien? Donc, il y a toute... tu parlais de transparence tout à l'heure, il y a cette notion de pourquoi est-ce qu'on met ça en place? Quelle est l'intention derrière? Je trouve que bien souvent aujourd'hui, on a des problèmes d'intention dans la perception. Ce qui fait que tu vas avoir des gens qui vont être réfractaires parce qu'ils ne comprennent pas l'intention de mettre en place telle ou telle chose. Donc, je trouve que le manifeste permet justement d'expliquer aussi cette intention-là. Ok. Et les KPI, du coup, c'est quoi les principaux KPI aujourd'hui que tu vois dans un manifeste? Ou à l'issue d'un manifeste? Pareil, très très variable les KPI parce que ça dépend toujours de l'entreprise. On est beaucoup... Tu vois, ce que tu viens de citer, le nombre d'entretiens ou de call, est-ce que c'est vraiment un KPI? Non, j'ai dit ça à titre d'exemple, effectivement. Parce que c'est pas un objectif, en fait. Non, mais t'en as encore qui le font. Ok. Sauf que tu peux le faire, mais il y a peut-être une raison derrière. Parce que tu t'es rendu compte dernièrement que, je sais pas, dans les pourcentages que tu avais dans ton entreprise, tu te rends compte que pour avoir un candidat potentiellement intéressant dans ton processus, oui, il faut que tu fasses probablement une 20aine d'entrevues. Tu vois, il pourrait y avoir une raison derrière. Pour ça, évidemment, on se base toujours sur nos chiffres et sur nos données. Les KPI, ça change beaucoup parce que je trouve que, comme tu le mentionnes, on est beaucoup moins sur un aspect quantitatif et beaucoup plus sur des aspects qualitatifs. Aujourd'hui, au niveau des KPI, beaucoup plus sur combien de jours tu as mis pour faire mon recrutement, même si on s'entend que c'est une mesure qui est quand même importante parce que tu vas quand même pas mettre 8 mois non plus pour trouver quelqu'un. Mais le contexte est tellement toujours à mettre en considération dans beaucoup de choses. Donc, on est beaucoup plus sur des KPI, effectivement, aujourd'hui, je trouve, qualitatifs qu'avant. Donc, que tu mesures avec tes candidats, que tu mesures avec tes candidats que tu as embauchés, que tu mesures auprès de tes gestionnaires par rapport à la qualité de ton recrutement. Donc, on est plus, je trouve, en ce moment sur ce genre de KPI-là. Ok. Est-ce que tu as d'autres fonctions RH qui viennent te solliciter justement sur ce manifeste? Pas encore. Parce que tu pourrais aller au-delà de l'équipe recrutement, de l'équipe Talent Acquisition. Tu pourrais le faire partout. En fait, je trouve que c'est complètement... moi, c'est plus l'acquisition de talent qui m'intéresse. C'est ton expertise. Mais on s'entend que tu pourrais le faire dans ton équipe. Tu pourrais le faire. Ça peut se décliner partout. Une équipe de marketing, une équipe de vente, une équipe... Pour moi, c'est déclinable effectivement absolument partout. Mais c'est assez nouveau. Donc, je ne suis pas encore dans une déclinaison de ce produit-là. Ok. Du coup, vous parlez IA avec tes clients? Oui. IA et recrutement? Oui, je donne beaucoup d'ateliers en IA depuis 2 ans. Et à l'heure où on se parle, parce que ça bouge à une vitesse un peu folle, c'est quoi pour toi les impacts réels, vraiment concrets,
de l'IA sur le métier de recruteur, sur le métier de TA, et quel impact sur le manifeste? Oui. Déjà, il y a une première constatation, et je ne sais pas si tu l'as fait aussi, qui me désole un peu, c'est ce manque de curiosité qui fait que dans des équipes, on a encore beaucoup de gens qui n'ont même pas joué dedans, qui ne comprennent pas la dimension de l'IA. Et je t'avoue que c'est un petit peu mon cheval de bataille en ce moment. Et c'est ce que je fais. Et c'est un petit peu pour ça que je donne des ateliers aussi sur l'IA. Je ne suis pas une technicienne de l'IA, hein, on s'entend. Mon objectif à travers ces ateliers-là, c'est surtout d'ouvrir une curiosité sur ce qui est en train de se passer et de faire que, à mon avis, une fois de plus, je ne sais pas ce que tu en penses, mais en tant qu'acquisition de talent, tu te dois au moins de comprendre un petit peu ce qui se passe parce que ça va avoir un impact sur le recrutement que tu vas faire et ça va avoir un impact aussi au niveau du positionnement stratégique que tu as avec ton gestionnaire. Si tu ne comprends pas le marché de l'IA, tu peux pas avoir après un rôle conseil auprès de ton gestionnaire, tu t'en rends pas compte. Et tu vois, juste avant de partir, j'ai donné un atelier à 15 recruteurs. Il y en avait 2 qui avaient joué avec ChatGPT ou autre, on s'en fout là, mais qui avaient seulement joué avec. Et les autres, aucune idée, quoi. Donc, ils voient ça, mais qu'en ont peur. Et donc, bon, je dis là, on y va, quoi. On fait un atelier, on va jouer dedans. Ou alors, ils n'ont pas osé avouer qu'ils avaient utilisé... je fais de l'IA, mais je le dis pas, quoi. C'est plutôt l'inverse. Okay. Les gens ont plutôt honte de dire qu'ils savent pas de quoi il s'agit, tu vois. Okay. Donc, il faut aller les 2 mains dedans, ça c'est clair. Parce que effectivement, pour répondre à ta question, ça va avoir un impact qui va être immense. Enfin, moi, je le vois au niveau du sourcing. Je suis persuadée que dans quelques années, voire dans quelques mois, je donne plus du tout de formation en sourcing comme je le donnais hier. Je veux dire, les boléens, mais alors on va s'en contrefiche, quoi. Je veux dire, ça sera même plus là. Donc, ça va changer beaucoup de choses à plein de niveaux. Ça va changer aussi par rapport aux candidats que tu vas rencontrer. On le voit actuellement, entre les candidats, puis tu as des recruteurs qui sont encore surpris de ça, surtout sur les entrevues virtuelles. Donc, du candidat qui, en fait, donc, comme on est en vocal aujourd'hui, donc la question est directement entendue par l'IA et tu as ton candidat qui est en train de lire la réponse sur son téléphone. Donc, on va voir plein de choses. D'ailleurs, je pense qu'on va revenir au présentiel, probablement, à cause de ça, peut-être, au niveau de tout ce qui est fake, un peu. Mais ça va avoir un impact, oui, qui va être immense au niveau de nos façons de faire, au niveau de notre méthode. Ça va nous aider beaucoup, évidemment, parce qu'on va gagner plein de temps sur de l'automatisation de messages. Mais il faut qu'on soit au courant. Ah, mon Dieu, l'ignorance. J'ai un petit peu de... C'est pas l'ignorance, en fait. C'est le manque de curiosité qui me... Je trouve que dans le métier qu'on fait, qui est indispensable. Et donc, c'est aussi vrai au Canada qu'en France, en fait. Ouais. Ah oui, vraiment. Ok. Vraiment. Tu vois, par rapport à la question que je te posais au tout début sur l'écart technologique entre l'Amérique du Nord et la France, là, c'est pareil, quoi. Ah non, c'est vraiment la même chose. D'avoir encore puis même d'avoir des entreprises. Alors, je sais pas ici, mais je discutais dernièrement avec une très grande entreprise au Québec et je lui dis, est-ce que vous avez sensibilisé vos employés donc à l'utilisation de l'IA? Parce qu'on s'entend que tout le monde le fait sur son propre device maintenant. Hein. Tu le fais sur ton téléphone, sur ton ordi. On est en télétravail, donc on le fait tous chez nous sur notre ordi personnel. Sur les dangers de l'utilisation de l'IA, sur le côté fake, sur donc les biais, sur le classique là qu'on entend au niveau de l'IA. Et les entreprises te disent non. Ou alors, oui, on a fait une petite formation en ligne de 15 minutes par vidéo. Il n'y a aucun impact vis-à-vis de ça. Et pourtant, mon Dieu, que les dangers sont grands. Alors, autant je tripe à l'utiliser, mais il y a des dangers, si tu ne sais pas l'utiliser, qui sont immenses. Donc, on a bien trop d'exemples. Enfin, moi, j'ai plein d'exemples là où tu fais, mon Dieu, si c'est... Oh. Vas-y, donne-moi. Tu sais, un exemple, dans une PME dernièrement, donc une PME donc dans le domaine manufacturier, où tu as l'employé qui a la très bonne intention de se dire, je mets mon plan donc sur l'IA pour avoir une analyse de mon plan par l'IA, sauf qu'il met ça sur une IA générative publique et son plan qui est sur un produit donc encore confidentiel se retrouve sur le web. Donc tu vois, il y a des dangers qui sont quand même très très grands par rapport à ça. Ou alors le fameux cas, ça c'était un cas plus connu, mais de l'avocat américain donc qui est allé chercher une jurisprudence sur un ChatGPT qui était complètement fausse et qui s'est fait radier du barreau. L'intention, encore une fois, elle est pas mauvaise, mais le manque de curiosité intellectuelle a fait que tu t'es retrouvé avec un résultat qui est complètement faux. Donc mettre une offre d'emploi et un CV d'un candidat dans l'IA pour lui demander de préparer un entretien structuré, c'est pas une bonne idée, quoi. C'est une bonne aspiration. Ouais, mais le CV du candidat, il se retrouve parti dans... Ah bah t'enlèves les noms. Il faut que t'enlèves le nom. Ouais, mais est-ce que tout le monde le fait, ça? Non, non, c'est ça le problème, absolument. Ou alors, et ça c'est l'autre penchant, je trouve, c'est sûr qu'on en revient à une paresse intellectuelle, mais c'est
c'est de se Parce que dire... quand tu as un CV qui t'arrive en format PDF, Oui. Enlever le prénom, le nom... C'est plus compliqué. Ça t'occupe, hein. Oui. Enfin, c'est faisable, hein, techniquement. Oui. Mais est-ce qu'un recruteur va prendre ce temps-là? Enfin, non. J'en suis pas convaincu. Hein. Mais en même temps, aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on fera plus puisque les outils technologiques vont te permettre d'utiliser l'IA, donc tes ATS, vont te permettre d'utiliser l'IA de toute façon, de façon naturelle, sans que tu passes par un chat GPT. Mais ce côté, il y a ça, puis le dernier point peut-être vite fait, c'est un peu cette paresse. Sous prétexte que tu as un outil, par exemple, qui va aller te faire un certain travail, tu ne vas pas chercher la connaissance derrière. Et ça, pour moi, c'est au contraire, l'outil te permet d'être augmenté, mais tu ne peux pas... C'est comme les messages d'approche, tu vois. Bon, c'est facile aujourd'hui de demander à l'IA de te faire un message d'approche. En l'occurrence, le message d'approche, il est complètement boboche, il est moche, il est affreux, mais par paresse intellectuelle ou parce que tu n'as pas développé ta curiosité d'aller voir qu'est-ce qu'un bon message d'approche, tu vas l'envoyer. Mais tu te décrédibilises. Et la crédibilité, ça, c'est quelque chose, je trouve, qui est important aujourd'hui. Ok. J'ai envie qu'on parle de LinkedIn un peu. Ouais. C'est ton outil favori? Oh ouais, quand même. L'outil favori. C'est une plateforme extraordinaire. Je trouve que c'est un très mauvais outil, mais c'est une plateforme qui est extraordinaire. Il n'y a rien qui remplace LinkedIn. Je ne sais pas pour toi, mais il n'y a rien qui peut remplacer LinkedIn. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est d'aller chercher des outils qui vont se greffer à LinkedIn et qui vont te permettre de mieux travailler donc, au niveau de l'interface. Mais je trouve qu'ils ont un service, je m'excuse pour les gens de LinkedIn qui nous écoutent, mais vous avez un service à la clientèle épouvantable et la plateforme, elle est horrible. Enfin, je trouve qu'elle est horrible. Tu connais quoi comme outil que tu trouves formidable qui se connecte à LinkedIn? Oh, on a un petit ami commun dernièrement. Il y a quelques années, je me souviens plus du nom, mais je suis sûre que tu l'as utilisé une dizaine d'années. Il y avait des outils comme ça qui venaient se greffer à LinkedIn pour taguer tes contacts. Oui, il y avait, oui. C'était un outil français d'ailleurs que j'utilisais, dont l'API a été... honnêtement, des extensions Chrome LinkedIn, j'en avais 15 à un moment. Oui, c'était bon. Aujourd'hui, tu as des outils comme Jarvis qui sont très sympathiques, en plus qui est aussi sympathique que l'équipe, il faut le dire quand même aussi, mais qui te permettent, je trouve, de faciliter donc justement l'utilisation de l'outil, tout en passant par une autre interface qui est beaucoup plus intuitive, beaucoup plus sympathique, beaucoup plus facile. Donc ouais, je pense à Jarvis évidemment en premier, là c'est sûr. Mais... Donc Jarvis qui cartonne bien en France sur les freelances et les cabinets, et au Québec aussi. Ah oui, ils sont en train d'exploser, ouais, vraiment. Oui, il y a beaucoup. Je pense qu'il y a beaucoup de l'outil, il y a beaucoup de l'équipe qui fait que ça explose effectivement. Il y a un capital sympathie, je trouve, pour cet outil-là qui est assez fort. Ils sont allés chercher ça. Ouais. Ok. Et là où je suis en phase avec toi, c'est que LinkedIn est un incontournable aujourd'hui. Enfin, c'est difficile de faire du recrutement ou de sourcer sans utiliser LinkedIn. Non, ou alors faut aimer se faire mal, quoi. Oui, ou alors t'as un ATS justement que tu vois qui est énorme, que tu travailles depuis des années avec un nombre de candidatures, ou de profils énormes qui te permet d'être en autarcie. Mais sinon, non, pour aller identifier des gens, c'est l'idéal. Ok. C'est quoi les projets futurs pour les ressources humaines? Je vais au gré du vent. Non, là, il y a un projet C'est quoi le nouvel atelier dont tu n'as pas encore parlé, dont tu vas nous parler aujourd'hui absolument en primeur, j'aimerais bien te donner une primeur. Non, pas forcément de primeur. J'y vais beaucoup moins en fonction des constatations. Mais là, il y a le prochain Trou Montréal, donc qui arrive au mois de novembre. Donc, je suis pas mal là-dessus. J'ai parti aussi avec une collègue, Caroline, un groupe de co-développement pour les directeurs et directrices acquisition de talent, qui marche très très bien. On a été très très surprises de la réaction toutes les deux. Et donc c'est vraiment de faire du co-dev là on est sur 10 mois, mais vraiment pour aller sur des préoccupations, une fois de plus, d'équipe. Donc, on a des VP, des directeurs. D'accord. C'est assez nouveau, aussi, ces postes-là. Et tu te rends compte que... Là, vous parlez management d'équipe. Ouais, gestion d'équipe. Vous ne parlez pas d'outils, là, forcément. Vous parlez plutôt management d'équipe. On va parler d'outils aussi. Okay. On a un sujet par groupe, donc par session, en fait. Et là, on va vraiment sur des problématiques de gestion de budget. C'est comment tu gères ton budget. C'est pas la même chose, une fois de plus, qu'un DRH et qu'un directeur acquisition de talent, enfin, directeur-directrice. Donc, gestion de budget, gestion d'équipe, tu fais quoi? Sourceur, recruteur, comment est-ce que tu divises? Tu vas par unité d'affaires, tu les fais généralistes. Il y a toute une question aussi, comment est-ce que tu gères tes équipes de recruteurs?
Donc, il y a plein de sujets. Les KPI vont en faire partie. L'IA, évidemment, on va en faire partie. Là, on va parler aussi de SLA, dans ton équipe. Inclusion, diversité, ça fait partie des sujets abordés beaucoup, par les équipes TA? Oui, beaucoup. Ça prend un peu le bord en ce moment chez nous depuis quelques mois parce que comme on voit qu'on a un taux de chômage qui est en train d'augmenter, D'accord. donc une plus grande facilité de recrutement, qu'est-ce qui prend le bord? La marque employeur, la diversité et inclusion. Donc, mais oui, on en parle beaucoup parce que c'est sûr que nous, c'est très... c'est une société qui se veut très inclusive, la société québécoise et la société canadienne. Et puis deuxièmement, on est un pays d'immigrés, donc il faut qu'on travaille là-dessus. Donc oui, diversité, inclusion aussi beaucoup, oui. Mais c'est peut-être plus ancré dans les mœurs qu'ici, par contre, à la base, quand même. Tu penses? Ouais. On a du travail à faire, on s'entend, plein de travail à faire, mais c'est quand même un petit peu plus ancré dans les mœurs de par la diversité de population, tu vois. On a les fameuses questions interdites en France et les critères de non-discrimination. Ouais. Vous avez l'équivalent au Québec ou c'est renforcé? Comment? Oui, on a une loi. On a une loi. En fait, c'est pas compliqué. Hein. Tout ce qui n'est pas relié à l'emploi, tu ne poses pas de questions. C'est no way, quoi. Donc, que ce soit le nombre d'enfants, ton sexe, ton âge, ton orientation, ton machin, ton truc, ça ne fait pas partie des critères de sélection. Donc, on ne l'aborde pas du tout. C'est complètement interdit. Donc, en France aussi, normalement. Oui, normalement, oui. Après, il y a toujours... on s'entend, c'est sûr qu'il y a toujours... Je pense qu'il y a encore malheureusement, des progrès. OK. Est-ce qu'il y a une question que je t'ai pas posée que tu aurais aimé que je te pose? Un sujet dont tu aurais aimé parler ou qui te tient à cœur? Oui, mais il faudrait avoir la journée après, tu vois. Donc... c'est un podcast de 8 heures, donc vas-y. Non, pas spécialement. Non, moi je me fie à tes questions à toi. OK. J'aimerais bien que tu me racontes une anecdote écoute, que tu aurais vécue durant tes années d'expérience en recrutement. Je vais être une mauvaise invitée. Ah mais non, mais t'en as forcément une anecdote qui t'est arrivée avec un candidat, avec un client, avec un prospect. T'es pas obligé de citer, hein, évidemment. Ouais. Quelque chose qui t'est arrivé et tu te dis waouh, là il y a soit il y a du boulot, soit je me suis pris moi Sandrine comme un bleu. Ah oui, ça des erreurs, j'en ai fait plein. Peut-être la dernière en date qui me viendrait peut-être, justement, on parle de discrimination ou de positionnement. J'étais dans une entreprise manufacturière et donc je faisais une formation sur le recrutement aujourd'hui, le contexte du recrutement. Et donc ils étaient une vingtaine donc à la table, il y avait tous les directeurs, et à un moment donné un directeur qui m'arrête assez rapidement au début, qui me dit je voudrais juste savoir quand on reçoit un candidat aujourd'hui en entrevue, est-ce qu'on positionne encore notre chaise plus haute que le candidat? Et j'ai pas pu m'empêcher, j'ai éclaté de rire, sans lui manquer de respect bien sûr, mais j'ai éclaté de rire. Mais on a encore quand même malgré tout, tu vois, ce genre de questions. Donc où effectivement comme s'il y avait un positionnement hiérarchique entre le candidat et le recruteur, ou la candidate et la recruteur, ce que je refuse évidemment. Donc, mais j'ai beaucoup ri, j'ai éclaté de rire. Tu m'étonnes. Ouais, c'est là où on se dit qu'il y a encore du travail. Et oui. tu vois, moi j'en discutais avec Léo, avec Élise, avec Nicolas Galita lors du festival RH, où on se disait, mais en plaisantant, mais vous avez fait le tour, vous avez formé tout le monde. On dit, mais attends, le marché il est tellement immense, il y a tellement à faire. Absolument. Il y a tellement de gens qui ont envie de progresser aussi sur ce sujet, parce que voilà. Après, on a tous fait. Moi, je pense en tant que recruteur, j'ai fait des boulettes quand j'ai commencé. Bah oui. Et puis ça bouge à une vitesse de fou. Ouais. Donc derrière, en fait, c'est un peu infini et il y a énormément de choses à faire en fait en termes de et tant formation. Tant mieux pour nous. À quelque part, je veux dire, moi je m'approche plus la fin que du début, mais j'ai pas du tout envie d'arrêter. Enfin, tu vois, il y a encore plein de trucs à faire. T'es pas en retraite la semaine prochaine non plus, hein? Ah, mais moi j'y pense même pas. J'arrêterai jamais. C'est quel âge la retraite au Québec? Dépendamment, ça dépend. Je te dirais beaucoup parce que si tu vois, j'ai une amie, là, elle a à peu près mon âge, enfin, elle a 55 ans. Elle me parle de la retraite. Je dis mais attends, on vient de commencer à travailler, ça va pas, non? Et parce qu'elle a accumulé 25 ans dans son entreprise, ce qui fait qu'au niveau de l'autonomie financière, enfin, bon, bref. D'accord. Mais non, moi j'en suis pas du tout là encore. Trop de choses à faire. Ouais, t'as encore le temps. On s'amuse trop. Ok. Tu pourrais me proposer des noms de personnes interviewées sur ce podcast? C'est une bonne question. Des gens que tu alors sachant que j'interviewe en physique. Alors, bah oui. Alors sauf si je vais passer une semaine au Québec et je fais le tour du Québec. Ça serait une très bonne idée d'ailleurs. Ça serait génial, sauf que j'ai un taf à faire. Ça serait une très bonne idée. Je suis un peu trop loin de l'écosystème malheureusement français pour te suggérer. Mais des gens que t'as rencontrés, tu vois, au festival RH et tu te dis tiens cette personne là, j'ai bien accroché et ce serait chouette que tu la rencontres. Je trouve qu'il y a beaucoup de gens qui font plein de petites actions à petite échelle.
tu sais, qui font pas forcément. Puis bon, t'en as interviewé aussi déjà, mais Oui, bien sûr. donc ils font des petits, qui parlent pas fort. Moi, j'aime bien les gens qui parlent pas fort, des fois aussi. Qu'on voit moins. Qu'on voit moins, qui font plein de trucs de leur côté, puis ça marche, puis ça avance, puis. Écoute, j'ai pas de nom comme ça en tête, malheureusement, parce que faudrait que je revienne là-dessus. On fera un petit addendum. Ouais, mais c'est un bon sujet ce que tu dis, parce que tu vois, quand tu lances un podcast, les coachs en podcast, on va dire, te disent, faut que tu invites des gens qui ont une communauté de fous, qui sont hyper connus. Oui, comme on ça comprend va faire, pourquoi. Ça va faire booster ton podcast. Et en fait, oui, tu le fais. Mais tu as envie aussi d'interviewer, c'est ce que j'essaie de faire, tu vois, des personnes qui sont plus dans l'ombre, moins connues, qui n'ont pas une communauté de dingue sur LinkedIn, etc. Donc c'est un juste milieu entre des gens effectivement. Tout à fait. Oui, il faut les deux. Connus, puis des gens qui sont moins présents. Tu vois, j'ai interviewé une femme rennaise, Elena Manierou. Je sais pas si tu connais Elena Manierou, tu vois, qui est une ancienne RH et qui aujourd'hui a une entreprise qui s'appelle M180, qui forme sur la qualité de vie au travail, tous ces sujets-là. J'ai fait un super épisode avec elle et elle passe dans peu de podcasts, voire même c'était son premier je crois ou deuxième. C'est super. Et voilà, et il faut aller aussi, enfin c'est notre rôle de podcasteur, d'aller chercher des gens. Je trouve aussi des gens moins connus, moins célèbres, moins producteurs de contenu eux-mêmes. Oui. J'aime pas le mot influenceur, donc j'ai plutôt sur ce terrain de jeu, mais voilà. Et à côté, il faut des gens effectivement un peu plus connus parce qu'ils ont des choses à raconter, parce qu'ils sont emblématiques et que t'as envie de l'entendre, t'as envie de les entendre. Ouais, c'est trouver le juste équilibre entre les deux, mais il y a des sujets, je trouve qu'il y a des choses qui se font à très petite dimension qui sont quand même sympas. Ouais. T'écoutes des podcasts? Tu lis des livres RH? Oui, livres RH, je survole. Okay. Je survole. T'aurais des podcasts à nous conseiller? Ça va être des podcasts... Même canadien ou québécois. Il y a un podcast. Je sais que lui, il intervient aussi d'ailleurs sur un podcast français. Moi, j'aime bien tout ce qui est tech. Puis ça va très vite. Donc, c'est une façon aussi de me tenir un peu au courant. Donc, il y a quelqu'un qui s'appelle Bruno Guglielminetti. J'ai toujours du mal à le prononcer. Qui fait donc qui est tech, qui est très sympathique aussi et qui intervient sur un podcast tech aussi ici. Qui est-ce que j'écoute? Écoute, j'écoute un peu de tout. Lui, c'est celui que j'écouterais, je pense, le plus religieusement, parce que toutes les semaines, il intervient. Puis la tech, tu l'as dit très, très bien tout à l'heure et très justement, ça va vite, très, très vite. Après, je t'écoute toi, c'est sûr. Ouais. Pourquoi tu fais je t'écoute toi. Ça, c'est trop facile. Oui, mais je t'écoute pareil parce que je trouve que tu as un bel éventail, justement, où tu vas chercher des sujets un peu différents. J'aime bien aller écouter des choses qui sortent un peu de ce qu'on fait parce que tu sais, entre nous, on est un peu consanguins. J'adore discuter avec des gens qui font la même chose que moi. Mais veux pas, à un moment donné, on se répète toujours la même chose, tu sais. Donc, c'est bien de sortir un petit peu d'autres choses. La tech, beaucoup, j'aime bien. Les ventes aussi, un peu, je trouve ça sympa, des trucs au niveau des ventes. Tout ce qui est entrepreneuriat aussi. Mais ça va être plus tech. Au niveau religieusement, ça va être plus ça. Ok. T'écoutes ce que un autre, excuse-moi, Ungly, que j'écoute aussi. Comment tu dis? Ungly, tu sais, qui fait la fameuse infolettre là toutes les semaines sur... voyons, évidemment, je vais... mémoire de souris. Pourtant, il a une infolette tous les dimanches là sur le recrutement. J'aime bien le côté de Hung parce que Hung a une vision très globale. Oui, okay. Tu sais, donc il est tout le temps partout dans tous les pays du monde. Et j'aime bien aller voir ce qui se fait ailleurs. Okay. Donc Hung est intéressant aussi avec son infolettre et ses podcasts. Jean-Baptiste Audrery aussi, mais Jean-Baptiste, il est à part. Je suis fan. À chaque fois que je le vois, je me pâme devant lui. C'est quelqu'un un excellent vulgarisateur. Il est extrêmement brillant comme personne, comme tu l'as rencontré. Oui. Je l'ai pas interviewé encore. Il est curieux, il connaît plein de choses. Je pense qu'il va venir à HR Technologies fin janvier. Probablement fin Paris. janvier. Je suis très très fan. J'ai aucune objectivité quand je parle de Jean-Baptiste parce que je trouve que c'est quelqu'un d'extraordinaire et vraiment. C'est comme Laurent Brois. Oui. Non, Laurent Brois, il pourrait sortir, une newsletter sur le tricot. Je pense que je m'abonnerais. Tu vois, Jean-Baptiste, c'est pareil. Voilà, exactement. Non, absolument. Oui, Laurent, on l'aime d'amour. Bonjour, Laurent, si tu nous écoutes. Mais oui, Laurent, je suis triste d'ailleurs de ne pas l'avoir vu. Il devait venir au festival. Il a des petits sujets perso qui fait que. Mais effectivement, sa newsletter recrutement et à Laurent, je pense que tu lis sa dernière newsletter. Oui, je le suis, évidemment. Des talents narratifs, elle est vraiment, vraiment hyper intéressante. Ouais. Il y a vraiment du fond et du concret. Moi, ça m'apprend des sujets, des choses. Et donc ça, j'ai besoin de ça. Il a beaucoup de recherche aussi, Laurent, derrière, tu vois. Donc, il taffe, c'est un
non. Un acharné, lui, quand il fait une recherche. Ok. Eh ben écoute, c'est très chouette. Si nos auditeurs veulent te contacter, c'est quoi la solution la plus simple? LinkedIn, évidemment, on est tout le temps Ouais. là-dessus. Je pense que Ouais. toi aussi. Donc, c'est le moyen le plus facile. Puis, j'ai tendance à répondre à tout le monde. Ça, c'est mon petit manifeste à moi, mon micro-manifeste. Mais même une boîte française qui aura envie de travailler sur un Oui, manifeste. je travaille en Europe de temps en temps aussi. Voilà, Ouais. voilà, et pas besoin d'être une société québécoise ou canadienne pour bosser avec toi. Non, je travaille avec des Américains, je travaille avec le Canada. Donc en français, en anglais, aussi. en fait. Ouais. En français, en anglais, oui, absolument. Non, ça c'est pas un problème. Je suis venue faire une petite formation en Suisse il y a pas longtemps non plus. Donc j'en parle pas trop parce que j'aime pas trop mettre de l'avant ce que je fais, mais oui, il y a plein de petites choses qui se font. Mais oui, je pourrais tout à fait venir travailler en France, au contraire. Comme ça, je reviendrai faire un coucou à Florent. Voilà, et tu reviendras en Bretagne voir une partie de ta famille. Ouais, tout à fait. Ok. Ouais. Un grand merci, Sandrine, Merci à pour toi. ton Toujours un temps, plaisir. pour ton énergie, pour ton enthousiasme. Toujours un plaisir. Et je te souhaite pars pas tout de suite, mais je te souhaite un bon retour à Montréal. Oui, merci. Et puis on se reverra. Tu vas peut-être à HR Techno. J'aimerais bien venir fin janvier à HR Tech, effectivement. Bon. Et puis toi, il faut que tu viennes aussi. Un petit tour. Mais j'aimerais bien. T'es le bienvenu. J'aimerais bien venir. Je suis déjà venu à Montréal avec le MEDEF, toi, oui, dans un autre univers. On s'était vu. Exact. Oui. Exact. Oui. Mais j'aimerais bien retourner au Montréal, Vraiment super jolie ville, en tout cas. Ouais. C'est très sympa. Quand tu veux. Avec plaisir. À bientôt. Merci à bientôt tout le monde. Merci Sandrine. Florent. C'est terminé pour ce bel épisode. Merci de l'avoir suivi en entier. Pour ne pas rater le prochain, d'ailleurs je prépare plein de chouettes entretiens pour ces prochaines semaines, abonnez-vous à On n'a jamais fait comme ça. C'est le bouton Suivre sur Apple Podcast ou s'abonner simplement sur Spotify. N'hésitez pas également à mettre 5 étoiles si vous avez apprécié ce podcast et à me contacter via LinkedIn pour tout commentaire ou toute suggestion d'invité. À bientôt!